Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre émission du jour est bien sûr consacrée au 11 novembre avec cette question: comment faire perdurer le devoir de mémoire et le sacrifice de ces 1,4 million de morts pour la France? Si les commémorations restent un exercice présent dans notre vie de citoyen, il est de plus en plus difficile de faire vivre la réalité de la Grande Guerre à mesure que les survivants disparaissent. Comment informer et sensibiliser les jeunes? Quel héritage doit-on partager? Quelle génération créera-t-on demain? La réponse avec nos invités dans une minute. En culture, nous parlerons des photographies de guerre qui sont autant d'éléments nous permettant de nous souvenir de cette terrible guerre et du travail de ces soldats. Une photographe réserviste de l'armée viendra nous en parler en plateau tout à l'heure dans l'entretien culture. Enfin, nous parlerons de cuisine et d'histoire. Que mangeaient les soldats sur le front? Comment les civils construisaient-ils leurs assiettes avec les nombreuses pénuries? Une autre manière tout aussi intéressante d'évoquer la Grande Guerre et de mieux la comprendre. C'est parti. Le 11 novembre 1918 à 5h15, la France signait l'armistice de 1918 avec l'Allemagne. Cet armistice reconnaissait de facto la victoire des Alliés et un cessez-le-feu effectif quelques heures plus tard à 11h. 18,6 millions de morts, dont 1,4 million de Français. On estime qu'en moyenne 900 jeunes Français mouraient tous les jours sur le champ de bataille. Une guerre atroce dont nous avons le devoir de nous souvenir. Nous allons justement parler de ce nécessaire travail de mémoire avec nos invités autour de la table. Jean-Marc Maril, merci beaucoup d'être en plateau. Vous êtes général de brigade 2e section. David Chantrane, vous êtes historien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et Serge Barcellini, président du Souvenir français et contrôleur général des armées en 2e section également. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents autour de la table. Un petit mot déjà sur ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Pourquoi est-ce qu'on parle de devoir ? De devoir parce qu'il y a eu un temps de l'histoire. Pendant très longtemps, l'histoire était enseignée, l'histoire était transmise. Et puis surtout, il y avait des générations qui avaient connu la Grande Guerre. Et qui pouvaient nous la raconter. Donc c'était aussi, raconte-nous grand-père ta guerre, ce qui était d'ailleurs difficile pour la plupart. C'était quand même quelque chose de caché, qui avait été très difficilement vécu. Donc il y a eu aussi une génération qui a peut-être moins eu cet aspect-là. Et puis ensuite, eh bien, on le sait, le dernier de nos poilus qui a disparu, c'est Lazare Ponticelli. Tout à fait. Et qui ensuite, eh bien, a finalement fait ce changement parce qu'à sa mort, d'une certaine manière, les Français ont dû se réapproprier cette guerre de façon totalement différente. Et c'est pour cette raison que ce devoir de mémoire, il est encore plus important peut-être à transmettre pour les jeunes générations. Serge Barcellini, il y a un vrai enjeu. Et il croise le travail de mémoire. C'est-à-dire que ce devoir nous amène nécessairement à inventer un certain nombre d'initiatives nouvelles pour aller sur le terrain en particulier, car si nous voulons intéresser les nouvelles générations, il faut croiser des initiatives nouvelles. Et donc il faut se renouveler ? Et il faut se renouveler. Pardon, mais on parle d'histoire, on parle de ce qui finalement crée notre héritage et en même temps on parle de se renouveler. Mais absolument. Et c'est important. Que cette histoire est absolument essentielle. Partager une histoire commune, c'est ce qui fait nation aujourd'hui. Et on a du mal à faire nation en ce moment. Et on a du mal à faire nation, d'où l'importance de ce devoir de mémoire si on le considère comme ce partage d'une histoire commune. Jean-Marc Maril, cette guerre, elle a été terrible. Chaque famille française a été touchée, de près ou de loin. On ne connaissait pas encore les conséquences terribles pour les mutilés de guerre, les douleurs psychologiques qui ont été liées évidemment à la violence des combats. Ça a été une guerre absolument atroce. Quels en sont les marqueurs ? Les grands marqueurs, c'est d'abord les blessés. Parce qu'au-delà des morts qui ont endeuillé toutes ces familles, vous avez près de 4 millions de blessés. Sur ces 4 millions de blessés, vous avez des fois à peu près 500 000 blessés qui ont été blessés 2 fois. Donc, on va jusqu'à des blessures 4 fois sur le front pour 100 à 150 000 blessés. Donc vous voyez que c'est une guerre qui a marqué dans sa chair des générations complètes et qui ensuite ont marqué le paysage de la France. Puisque les gueules cassées, on a eu 50 000 à peu près, les amputés ont fait que dans le paysage urbain et dans les campagnes, les gens ont vu les résultats de la guerre. Et d'ailleurs, ça a fait quelque chose qui a
profondément marqué la psychologie des Français de l'époque. Comment est-ce que ça a marqué la psychologie de l'époque? Vous voyez des familles endeuillées, vous voyez des blessés, des amputés dans le paysage urbain et dans les campagnes. Et donc, la guerre, dans toute son atrocité, est révélée aux gens, entre les deuils et les gens qui sont mutilés. Et la guerre ne disparaît pas aussi à l'armistice, par essence? Non, elle ne disparaît pas parce que justement, il y a le retour déjà des soldats eux-mêmes. Il y a le fait aussi de les intégrer dans une société qui a vécu pour une large part sans eux. Et donc, il faut qu'ils se refassent une place. Surtout, il faut aussi que les femmes qui ont été également mises à contribution retrouvent d'une certaine manière leur place autrement avec ces messieurs qui reviennent. Donc c'est autant une période de transition? De transition, de difficulté. Et c'est justement ce que rappelle le général, c'est-à-dire que cette douleur, ce traumatisme finalement que les Français ont vécu, il faut ensuite que ça s'insère dans une nouvelle société. Et cette nouvelle société, elle va prendre énormément de temps. Il faut se rappeler qu'il n'y aura que 20 ans entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et que ces 20 ans, finalement, sont trop courts pour justement que cette société se remette en route exactement comme on l'avait envisagé. C'est une guerre qui est évidemment enseignée à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on l'aborde a changé? Moi, je sais que dans mon programme scolaire, je l'ai abordée à différents moments, sous différents angles, sous différents aspects. Comment est-ce qu'elle est enseignée aujourd'hui à l'école, la Grande Guerre? D'abord, sa place a fondu. Car, bien évidemment, l'histoire court après le temps présent. Alors, et donc, ça rogne? Bien sûr, ça rogne nécessairement les pages d'avant. C'est très clair. À partir du moment où vous devez enseigner les attentats récents, etc., qu'est-ce qui reste pour le reste? Donc, pour la première chose, la place de l'enseignement de l'histoire de 14-18 a fondu. Ça, c'est une première chose. Et c'est important à comprendre. La deuxième chose, et c'est ce qu'on était en train d'expliquer, ce retour d'après-guerre, les jeunes étaient dans la mémoire de la guerre. Aujourd'hui, ils en sont éloignés. Aujourd'hui, un monument aux morts dans une ville ou dans un village est quelque chose qui parle beaucoup moins qu'avant. Parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toute cette mémoire, que ce soit les cérémonies du 11 novembre, bien évidemment, les monuments, les tombes, parlent moins. Par contre, le renouveau est incontestablement sur le tourisme de mémoire, c'est-à-dire sur les champs de bataille. Il est incontestable que les jeunes aujourd'hui appréhendent sans doute mieux les visites de champs de bataille que leur connaissance de la cérémonie ou de leur connaissance du monument. Pourquoi? Parce que c'est moins abstrait? Parce que c'est moins abstrait, parce que c'est beaucoup plus adapté au temps présent, le tourisme. Le tourisme de mémoire qui a remplacé... On appelle ça le tourisme de mémoire? On appelle cela le tourisme de mémoire. Le nom est très clair, la dénomination est très claire. Ce qui veut dire très clairement que ce n'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, bien au contraire. Il faut simplement l'adapter au temps présent pour que les jeunes d'aujourd'hui s'approprient cette mémoire de la guerre à travers ces outils nouveaux. Le tourisme, c'est un outil nouveau. Et d'ailleurs, vous avez les reconstitutions qui sont faites par des compagnies de reconstituteurs qui font revivre les poilus, qui font revivre la guerre dans les tranchées. Il y a un renouveau dans les méthodes. On voit qu'on utilise notamment l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies pour faire vivre. Oui, mais il y a aussi le fait que les gens s'investissent dans le personnage. C'est-à-dire qu'ils mettent les uniformes de l'époque et ils refont la vie que pouvaient avoir les poilus. Et par exemple, le musée de la Grande Guerre à Meaux, ils ont reconstitué des tranchées. Et donc, lorsque vous allez visiter non seulement les collections, mais vous pouvez aller à l'extérieur et vous allez avoir un poste de mitrailleur, une infirmerie. Et comme les poilus de l'époque pouvaient vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable. Absolument. Et d'ailleurs, je recommande bien aux gens d'aller à Meaux. C'est vraiment une expérience extraordinaire. D'où le travail que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont maintenant en train de se mettre en place depuis quelques temps, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, en particulier avec le centenaire de la Grande Guerre. C'est comme ce temps a disparu de la transmission directe, on accentue effectivement avec les musées, avec un certain nombre de publications, avec un certain nombre d'accompagnements. Vous avez raison, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux font aussi beaucoup pour la connaissance auprès d'un jeune public. Et l'autre aspect, c'est qu'auparavant, c'était enseigné directement, comme l'a très bien rappelé Serge Barcellini, c'était enseigné directement dans les classes. Aujourd'hui, on a des classes mémoire. J'étais il y a quelques jours donc, pour préparer ce 11 novembre avec la classe mémoire de Rueil-Malmaison, où je travaille en tant que directeur du musée. Eh bien, la classe mémoire a cette vocation à la fois de comprendre ce qui se passe, le lever du drapeau, le bleuet de France. Et donc, ils font des discours, ils essaient de comprendre dans ce sens même, justement, à la fois de l'histoire elle-même, puisque c'est important toujours de transmettre l'histoire. Donc, avec une densification des cours d'histoire, évidemment. Mais qu'ils s'impliquent davantage. Avant, on allait au monument aux morts sans véritablement comprendre et on n'était pas acteurs. Là, les jeunes de CM2 directement participent de cette opération en étant directement acteurs, ce qui change énormément de choses.
Vous savez que moi, j'étais déjà dans une classe de mémoire en troisième, la troisième Orange. On avait une classe qui était dédiée à la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est l'objet de ma question. C'est l'objet de ma question. Moi, j'ai le sentiment... Évidemment, être au courant de son passé, il y a derrière cette idée de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cette guerre qui en initiait déjà une autre, vous l'avez rappelé, il y a à peine 20 ans entre les deux, la Seconde Guerre mondiale qui a réussi à supplanter l'horreur de la Première Guerre mondiale, de par notamment la Shoah et cette éradication massive du peuple juif qui était absolument atroce. Est-ce qu'on a quand même... Moi, il n'y a pas d'hierarchisation de l'horreur, évidemment. Il n'y a pas d'hierarchisation du devoir de mémoire. Mais moi, j'ai l'impression que cette Deuxième Guerre mondiale, elle a un petit peu absorbé la Grande Guerre. Je ne sais pas. Au centenaire, nous l'avons vu. Au centenaire, on a vu réapparaître une envie des Français, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, une envie des Français pour commémorer autrement. Oui. En particulier, la redécouverte dans les villages, dans les découvertes dans les villes d'une mémoire partagée. Donc, objectivement, cette Première Guerre mondiale qu'on aurait pu penser en déclin avec la disparition des derniers combattants est réapparue, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le problème des... Par exemple, aujourd'hui, dans les nouvelles associations qui s'intéressent à 14-18, vous avez les reconstituteurs. Les reconstituteurs, ils font un travail formidable. C'est plus de 400 000 Français qui reconstituent aujourd'hui, qui 14-18, qui 39-45, qui les Napoléoniens. Bien sûr. Qui les Napoléoniens, qui reconstituent, mais c'est quelque chose d'essentiel. Parce que c'est l'histoire vivante. Bien sûr. Et cette histoire vivante, elle est importante aussi pour s'intégrer dans une histoire et aussi se l'approprier. Et la deuxième chose, excusez-moi, je voulais juste vous dire, la deuxième chose, c'est les généalogistes. Je crois fondamentalement que la mémoire de 14-18 est en train de, j'allais dire, s'inclure chez les Français à travers les généalogies. Vous avez quasiment entre 6 et 10 millions de Français qui font leur généalogie aujourd'hui. Or, il n'y a quasiment pas une famille française qui ne rencontre pas 14-18. Je n'ai pas dit par un mort pour la France, mais j'ai dit qu'ils ne rencontrent pas 14-18. Et donc, à partir du moment où les généalogistes, à travers les généalogistes familiaux, qui rencontrent 14-18 à travers la généalogie familiale, c'est incontestablement un moment fort de la réappropriation. Et une connexion avec la Grande Guerre. Jean-Marc Maril. Oui, je voulais vous dire que pour la France, c'est la dernière période de gloire militaire absolue. 1918, c'est le triomphe des armées françaises. L'armée américaine qui arrive en nombre, qui va bientôt dépasser en effectif l'armée française sur le théâtre d'opération si la guerre avait perduré, est la principale armée. Les Américains ont un secteur à eux qu'en septembre 1918. Les Américains ont eu 55 000 et quelques tués sur le champ de bataille. Ils arrivent à 117 000 ou 120 000 avec les maladies, y compris la grippe espagnole. Donc l'armée française a supporté le choc le plus dur. L'armée française a sauvé l'armée britannique à plusieurs reprises en 1918 lorsque les Allemands ont percé le front britannique. Les Allemands ont fait leur dernière tentative contre l'armée française. Ils ont échoué, c'est la deuxième bataille de la Marne, et c'est l'armée française qui est le principal vainqueur. C'est pour ça que c'est la première fois et la seule fois que les armées américaines obéissent à un général étranger sur un champ de bataille, le général maréchal Foch. Ça aussi, on doit s'en souvenir. Ben oui, on doit s'en souvenir. Parce que l'armée américaine a été... Non, mais parce que c'est pas tout à fait ce qu'on fait quand on pense au devoir de mémoire sur la Grande Guerre. On pense plutôt à nos morts qu'à la grandeur de l'armée française. Mais bien sûr. Absolument. Et ensuite, l'armée américaine est la fille de l'armée française. L'organisation en bureau de l'armée américaine vient du fait que l'armée américaine, qui était sortie de la guerre contre le Mexique, la guerre contre les Indiens et la guerre de sécession entre eux, ça c'est un épisode à part, ont appris la guerre moderne avec l'armée française. L'armée française a parrainé, encadré, instruite l'armée américaine. Donc l'armée américaine, en fait, quelque part, son papa, c'est l'armée française. C'est joliment présenté. Et c'est la vérité. J'aimerais qu'on parle des jeunes qui sont évidemment au cœur du réacteur. C'est sur eux que reposera le devoir de mémoire et ce travail de mémoire demain. Un devoir de mémoire qui se complexifie, on l'a expliqué, à mesure que les survivants et témoins disparaissent. Ils seront les nouveaux passeurs d'histoire avec ceux qui vont continuer à faire vivre ce devoir de mémoire. Qui sont-ils ? D'abord, il y a toute cette partie effectivement des classes qui permettent aussi, alors en tourisme de mémoire, il y a aussi tous les scolaires qui viennent sur les lieux de mémoire, qui viennent découvrir, qui ne comprennent pas forcément. Et justement, on a un rôle en tant qu'enseignant et en tant qu'accompagnant de pouvoir leur montrer exactement, de faire comprendre à la fois les symboles de cette horreur qui a été vécue et comment ensuite ont été reconstruites à la fois la société et plus largement l'Europe de l'époque. Ça, c'est un élément important. Et puis ensuite, dans l'enseignement, ça passe aussi par l'université,
puisqu'en tant qu'enseignant à l'université, on essaie justement de leur transmettre, parce que, comme l'a très bien rappelé Serge Barcini tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, mon général, c'était un enseignement qui était un peu éloigné, parce que ça se transmettait par les générations. Maintenant, ça entre de plein pied à l'université. Et donc cet enseignement de la guerre 14-18 est de plus en plus présent. Avec la Seconde Guerre mondiale, on a encore une difficulté, c'est-à-dire que c'est plutôt l'annonciation finalement de la géopolitique, dans laquelle elle est en train de s'inscrire. Pour la guerre 14-18, ça reste finalement... une page d'histoire. Eh bien, c'est dans la séquence, la longue séquence des guerres dont vous avez rappelé pour les États-Unis, mais plus largement pour l'Europe, dans une longue séquence de guerres qui sont quasiment ininterrompues. Et cette guerre de 14-18, finalement, referme une parenthèse. Et après, le temps de l'histoire sera totalement différent. Est-ce que les commémorations, comme celle du 11 novembre, sont des moments essentiels du devoir de mémoire? En tout cas, c'est des moments qui perdurent. Alors, je ne sais pas si c'est des moments essentiels, mais c'est clair. Le fait que ça perdure, ça dit déjà quelque chose? Ça dit quelque chose. Et puis, de la totalité des journées commémoratives nationales, c'est celle qui mobilise le plus. Le 11 novembre reste fondamentalement la grande journée commémorative nationale en France. Sait-on l'expliquer? On l'explique parce que c'est 1 400 000 morts. Voilà. Vous imaginez, 1 400 000 morts. Tous les villages de France ont des morts en 14-18. Ouais. Donc, c'est tellement fort qu'aujourd'hui, de toutes les journées commémoratives, c'est le 11 novembre qui mobilise encore le plus dans tous les villages et dans toutes les villes de France. Et ça, c'est important. C'est important. Alors, le problème, c'est qu'il faut aller au-delà d'une mobilisation, mais emmener les jeunes, et surtout un travail de jeunes, hein, c'est ce qu'on a dit. Les jeunes, aujourd'hui, leur intérêt, c'est de travailler sur l'histoire du monument aux morts, sur les destins de chaque combattant qui sont inscrits sur le monument aux morts, c'est de travailler sur les tombes des combattants qui sont inhumés dans le village, etc. Donc, c'est d'aller visiter Verdun, c'est d'aller visiter objets aussi, les objets du quotidien, comprendre comment ils vivaient au quotidien dans les champs de bataille. Pourquoi? Parce que ça rapproche, ça humanise. Ça humanise et puis ça montre aussi dans quelles conditions tout ça s'est déroulé avec l'évolution de ces 4 années de guerre qui ont été difficiles et dans lesquelles il a fallu s'adapter. Donc c'est quelque chose qui parle aussi parce qu'il y a des destins, comme l'a rappelé Serge Barcini, des destins personnels et qui permettent aussi à des jeunes de peut-être s'identifier à des personnages ou à des jeunes qui peuvent aussi leur permettre de comprendre autrement la guerre. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, on me disait on ne retient jamais mieux une histoire que quand elle nous est bien racontée. Est-ce que ça aussi, c'est important? Ça, c'est très important. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, sur pourquoi la Seconde Guerre mondiale n'est pas aussi représentée dans nos commémorations quelque part. Je prendrai l'exemple de mon père. Mon père était pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand ils sont arrivés au 8 mai 1945, il avait un sentiment d'inachevé. C'est-à-dire que la place de la France n'avait pas été retrouvée comme elle aurait dû l'être. Et donc, tous ces pilotes, ces guerriers, auraient voulu que ça dure un peu plus pour que la France soit vraiment associée comme grand vainqueur de la guerre. Alors qu'en 14-18, le 11 novembre 18, c'est la France, que je disais tout à l'heure, qui est le grand vainqueur. Et c'est ça la différence. Dans l'imaginaire français, 39-45, il y a la page sombre de 40, il y a la page sombre de Pétain et du régime de Vichy, il y a le fait qu'on a été libéré par les Américains malgré l'apport de la résistance de la première armée française du général de Lattre de Tassigny. Ça raconte une autre histoire. Et ça raconte une histoire où la France n'est pas aussi puissante, présente et glorieuse qu'en 1918. J'aimerais qu'on écoute les mots du président de la République concernant la flamme du soldat inconnu. C'était le 11 novembre 2023. Je vous propose qu'on écoute ces mots et je vous fais réagir en plateau. Elle brûle dans le cœur des soldats de la France qui vivent pour la patrie et la République et qui parfois en meurent. Cette année encore. Et nous pensons à leurs familles, à leurs proches, dont certains sont là, au milieu de nous. La nation n'oublie pas. La nation n'oublie pas quotidiennement ce ravivage de la flamme. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Vous remarquez que ce 11 novembre, depuis 2022, si je me souviens bien, 2012, excusez-moi, s'est élargi à la totalité des morts de guerre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Les familles qui sont ici, ce n'est pas les familles de 14-18, vous l'avez bien compris, ce sont les familles des OPEX. Et c'est vrai que le 11 novembre joue un rôle très fort aujourd'hui, puisqu'il est capable de regrouper une mémoire, de réunir toute une mémoire de morts pour la France, qui partent de 14-18, mais qui sont aussi ceux d'aujourd'hui, les OPEX. Et c'est ça que dit le président de la République. Hein. C'est une tendance lourde, puisque je crois que le président Valéry Giscard d'Estaing avait voulu supprimer. Absolument.
et qui a été rétabli devant l'opposition qui s'est manifestée dans le pays. Donc c'est vraiment une tendance lourde de faire du 11 novembre, en fait, pour toutes les guerres. Et effectivement, M. Barcellini a parfaitement... Et ce ravivage de la flamme, chaque soir, à 18h30, par des associations, par des anciens combattants, par des organisations. Le Souvenir français fait aussi un gros travail sur cet aspect-là. Ce ravivage de la flamme montre aussi que la flamme ne s'éteint pas. Et comme vous l'avez très justement rappelé, 14-18, c'était aussi, par le 11 novembre, une certaine unité qu'on voulait retrouver. Effectivement, le drame de la France de 40 et des années qui ont suivi est très difficile ensuite à rétablir dans l'unité. Alors que 18, ça reste encore à la fois la gloire de l'armée française et puis aussi une unité qu'on essaie de rétablir à partir de ce drame qui nous a tous touchés. Et il y a une sorte finalement de recherche à travers ces morts. Pardon, mais on est dans un travail de mémoire quotidien avec le ravivage de la flamme. C'est assez unique, non? Ce sont des symboles très forts. Alors le ravivage de la flamme, effectivement, le bleuet de France, ce sont des symboles qui ont marqué les générations et qui continuent également de parler au cœur même des Français parce qu'il y a cette longue tradition qui s'est perpétuée et dont nous sommes à la fois les héritiers et surtout les dépositaires. À l'Arc de Triomphe aujourd'hui, il y a beaucoup plus de scolaires que d'anciens combattants. C'est vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Mais bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Si je me permets de vous le dire, c'est que, en effet, vous avez petit à petit vraiment eu un transfert quant aux participants. Aujourd'hui, tous les soirs, vous avez entre 2 et 3 classes qui sont présentes. C'est même une ambition qu'on devrait avoir. J'ai tendance à penser qu'aucun scolaire ne devrait quitter sa scolarité sans être allé une fois au ravivage de flamme, parce qu'ils s'en souviendront toute leur vie. À participer à un ravivage de flamme, une fois, c'est sans doute quelque chose qui devrait être nécessaire aujourd'hui. Alors, on ne va pas jusque-là. Moi, j'ai l'habitude de dire il faudrait que chaque scolaire participe au moins une fois à une cérémonie patriotique. On aurait déjà gagné quelque chose. Hein, car ça, c'est simplement pour marquer les jeunes, pour marquer qu'il y a un geste commun à travers ces cérémonies. Donc ça devrait être obligatoire, par exemple, pour les classes de participer aux commémorations du 11 novembre ? Oui, parce qu'il y avait aussi ce côté dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la génération d'avant avait connu le poilu ou l'ancien combattant qui était là, qui avait la légitimité de faire cette commémoration. Et donc on écoutait l'ancien et c'était lui qui avait la parole. Aujourd'hui, finalement, la légitimité, elle est partagée par tous, parce qu'on ne l'a pas connue directement. Donc cette guerre 14-18, on en est tous à la fois, je vous le disais, une sorte de dépositaire. On a tous une part de 14-18 qu'on doit transmettre pour les générations suivantes. Je vous propose qu'on écoute quelques réactions à l'occasion des commémorations du 11 novembre dernier. Parce que c'est vrai que bon, on nous en parle en histoire géo, mais c'est vrai qu'on ne nous en parle pas non plus quotidiennement. Et donc souvent on oublie ce qui s'est passé. Et donc je trouve ça bien de rendre hommage de cette manière-là, afin de, pour la jeunesse tout simplement, qu'on soit au courant de notre passé. Voir un peu comment se passe une commémoration, surtout quand ça a été une guerre mondiale, quand les Français... ils ont fait tout leur possible pour sauver la France des forces allemandes. Voilà, et ça ne sert à rien de faire des guerres, il faut plutôt négocier avec les chefs d'État ou des présidents pour plus faire la guerre, voilà, pour obtenir la paix. C'est joli aussi d'entendre ces jeunes qui ont cette conscience de la paix. Ils devraient conseiller les gouvernants européens dans le cadre de la guerre ukraino-russe. L'importance des négociations plutôt que de la guerre. Mais je me rends compte qu'on dit tout le temps qu'on apprend de nos erreurs. Sur 14-18, on peut dire qu'aujourd'hui, 3 Européens sur 4 sont issus d'une mémoire de la Grande Guerre. C'est essentiel. C'est essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, cette mémoire de la Grande Guerre fédère l'Europe. Ça, je tiens à le dire, fédère l'Europe, ils étaient d'un côté ou de l'autre, et fédère aussi de très nombreux descendants d'immigrés qui sont en France. Les troupes africaines, on a oublié d'en parler, mais que ce soit les troupes musulmanes, que ce soit les combattants musulmans, que ce soit les combattants d'Afrique subsaharienne, qui ont joué un rôle pendant cette guerre de 14-18. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que les descendants ont également cette fierté. Car, je le disais tout à l'heure, vous le disiez, mon général, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi une fierté, la guerre de 14-18. Ce n'est pas qu'une hécatombe. Je veux dire qu'il faut faire très attention, quand on parle de la guerre de 14-18, de ne pas la réduire à l'horrible. Bien sûr qu'il y a horrible, 1 400 000 morts, c'est quelque chose d'épouvantable, mais nous ne devons pas le régler. Nous ne devons pas vraiment réduire la guerre de 14-18 à uniquement cette hécatombe. La guerre de 14-18, c'est aussi une fierté nationale.
Ne l'oublions pas, c'est une fierté nationale. Et cette fierté est obligatoire et nécessaire pour tous ceux qui ont eu le grand-père, l'arrière-grand-père qui ont fait 14-18. On a parlé de nation, on a parlé de patrie. On voit à quel point il est difficile aujourd'hui pour la France de faire nation. Est-ce que ce travail de mémoire, est-ce que ces moments de réunion, de cohésion nationale autour de valeurs fortes peuvent nous permettre d'augmenter notre potentiel à faire nation? Assurément. D'autant d'ailleurs que les moyens, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui s'approprient justement l'histoire sous une forme différente, parlent davantage effectivement à cette jeune génération. Et c'est d'ailleurs une chose complémentaire. On l'a vu d'ailleurs au moment du centenaire de la Grande Guerre, à la fois par les publications, par les expositions. Et quand je parle d'exposition, je ne parle pas uniquement de grandes expositions. Vous avez rappelé à juste titre le très beau travail qui est fait par le musée de la Grande Guerre à Meaux. Mais c'était également des petites expositions dans tous les villages. On retrouvait à la fois des objets des anciens, un cascadrillant. On pouvait retrouver également des collections de timbres. Enfin, tout ça touchait aussi au public parce que c'était le quotidien du grand-père ou de l'arrière-grand-père et de la grand-mère qui elle-même avait souffert aussi dans ces moments. Donc, d'une certaine manière, en appelant aussi à rappeler ce qui était à la fois l'enseignement de cette opération et puis du vécu qui était à l'arrière, donc à l'arrière-front, tout ça montrait aussi que cette France avait aussi vécu et s'était transformée pendant cette période, ce qui montre aussi qu'il y a aussi cet enseignement, il peut être utile pour comprendre davantage le contemporain dans lequel nous vivons. Je pense aussi que si on regarde pourquoi la France a tenu pendant ces 4 années de guerre, pourquoi elle a supporté de tels sacrifices, c'est qu'en amont, les instituteurs de la Troisième République, les professeurs de la Troisième République ont inculqué un amour de la France à leurs élèves. Et cet amour de la France, il s'est traduit par l'héroïsme, la résilience, comme on dit aujourd'hui, de tout un peuple. Aujourd'hui, et ça, il faut le cultiver? Ah bah, c'est fondamental. Pour qu'une nation tienne son rang et survive, surtout, il faut que l'appropriation de l'histoire de France soit faite par ces jeunes générations. Or, on a comme un puissant courant wokiste qui traverse la France. C'est une menace. Mais c'est une grave menace, puisqu'en fait, elle cherche à détruire le fondement de notre nation en tordant le bras à l'histoire pour essayer d'inscrire une autre histoire, et une histoire qui est souvent mensongère ou totalement déconnectée de la réalité ou totalement réinterprétée. Et donc les gens, ce sont un carrefour où il y a une histoire, une autre présentation de l'histoire, et en fonction du choix qu'ils vont faire, vous aurez une nation ou vous n'aurez pas de nation. Mourir pour son pays, ça a été une évidence pour ces poilus qui n'ont pas hésité à défendre la France. Aujourd'hui, on imagine que ça serait beaucoup plus compliqué. Je pense évidemment pas à nos corps d'armée qui sont tout à fait mobilisés, mais si on pense aux Français et qu'on imagine une mobilisation générale... Nous espérons que ça marchera encore. Je vous réponds. Mourir pour la France, c'est fondamental aujourd'hui. Je ne peux pas dire mourir pour la France. Je pense qu'il faut combattre pour la France. Combattre pour la France. Combattre pour la France. Oui, mais il faut être prêt à mourir, pardon. Un soldat, c'est mon opinion, il est là pour gagner, il est là pour vaincre, il est là pour accomplir sa mission. Donc son premier objectif, c'est de réussir sa mission. Après, s'il doit y laisser sa vie, ça fait partie des risques du métier. Mais on n'est pas un soldat pour mourir. On est là pour combattre. Combattre et vaincre. Est-ce que dans cet engagement de chacun pour faire nation, il y a des choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui, des bonnes idées, des choses qu'on peut implémenter à ce devoir de mémoire pour qu'il soit encore plus puissant? Combattre le wokisme, je dirais. D'accord, ça c'est votre réponse. De manière plus large, pour reprendre les mots du général, éviter les clivages. Parce que justement, le clivage, c'est justement ça qui détermine une histoire qui va être fictive et fracturée. Là, l'idée, c'est justement de réunir, et de réunir avec des figures importantes, parce qu'on n'en a pas rappelé, mais les figures de 14-18 sont très importantes. On a parlé des anonymes, mais les grandes figures doivent aussi permettre de montrer l'exemple à suivre. Bien sûr. Et cette exemplarité, dans l'esprit d'une méritocratie, c'est aussi un élément très important. Vous acquiescez? Bien sûr, souligner qu'il y a une mémoire commune. C'est essentiel. Si on ne comprend pas qu'il y ait une mémoire commune des Français, c'est là que la nation partira en morceaux. C'est cette mémoire commune que nous devons en permanence. Et donc l'unité, c'est la mémoire. L'unité, c'est la mémoire. Vous ne pouvez pas avoir l'unité de la nation sans une mémoire partagée. À la fois, d'ailleurs, à la fois en métropole et dans les Outre-mer, parce que c'est justement, c'était une histoire, et c'est ça qui est important, et c'est faire nation, pour non pas exclure, mais au contraire inclure tout le monde, parce que tout le monde, d'une certaine manière, a été marqué par cette guerre, et justement, nous sommes, justement, je le disais, les dépositaires de cet esprit. Passeurs de cette histoire. Et les passeurs de mémoire et d'histoire. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir
aider à mieux appréhender ce 11 novembre et les commémorations autour de cette grande guerre. Un grand merci à tous les trois et on passe maintenant à l'entretien culture pour continuer à en parler. Parmi les archives qui nous permettent de raconter la Grande Guerre, il y a évidemment un médium indispensable, la photographie. Les clichés qui nous sont revenus du front, qui nous ont permis de documenter la guerre d'un point de vue militaire, logistique, mais aussi et surtout humain. C'est autant de documents précieux qui nourrissent le travail de mémoire. On va en parler avec vous. Ange Provost, merci beaucoup. Vous êtes photographe réserviste pour l'armée. La photographie, c'est un art merveilleux qui permet de capturer à un moment précis une situation. Ça nous informe, ça véhicule des émotions. Une photo, elle raconte toujours quelque chose. Elle raconte toujours quelque chose et elle raconte toujours quelque chose du point de vue d'une personne, le photographe, qui recherche toujours à transmettre quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement là pour figer ce qu'on voit, mais on est là pour l'interpréter et le transmettre. Vous terminiez l'interview précédente en parlant de passeur de mémoire. C'est exactement comme ça que je suis ravie d'introduire ce sujet. Qu'est-ce que la photographie de guerre vous évoque ? Alors déjà, je trouve qu'elle s'inscrit dans un long chemin où beaucoup nous ont précédés, des Raymond Depardon, des Lee Miller, etc. qui ont déjà. C'est vrai que j'ai regardé le film consacré à Lee Miller il y a à peine une semaine. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Vous avez aimé ? Je n'ai pas adoré le film, mais j'ai adoré la trajectoire de cette femme qui est absolument incroyable. On rappelle qu'elle a pu photographier notamment les camps de la mort et qu'elle a pu couvrir la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et elle avait justement du coup cette dynamique de vouloir transmettre, de vouloir venir à la rencontre et de montrer des visages, pas simplement une période historique, mais d'aller à la rencontre des personnes qui font cette période historique, donc les militaires, les gens qui souffrent, les gens qui se sacrifient, les gens qui combattent. C'est une belle manière d'envisager son métier, de le concevoir avec l'utilité aussi, le devoir qui est sous-jacent. De faire un petit peu sa part, c'est le principe de quand on s'engage dans la réserve, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ne peut pas être reporter de guerre à temps plein, parce que j'ai une autre vie à côté et un autre métier. Mais il y a quand même cette envie de faire sa part, de participer, on a tous un rôle qu'on peut jouer dans ce devoir de mémoire. Il y a ceux qui la créent, la mémoire, donc tous les soldats, ceux qui se battent, ceux qu'on voit sur les photos là, par exemple. Et il y a ceux qui l'enseignent, vous en parliez tout à l'heure, et il y a ceux qui la prennent en photo pour la transmettre et donner des supports pour la contempler par la suite. Qu'est-ce que vous évoquent les clichés des guerres ? Je pense à la Grande Guerre, je pense à la Seconde Guerre mondiale. Je pense à ces clichés qui ont marqué l'histoire de nos conflits. Eh bien, je trouve qu'il y a un débat sur le fait de prendre la guerre en photo. Il peut y avoir un débat éthique de est-ce qu'on est censé prendre en photo quelque chose qui est douloureux, qui a fait souffrir. Donc il y a cette nécessité de transmission qui justifie. Mais au-delà de ça, je trouve que la guerre a aussi une esthétique. C'est pas forcément politiquement correct à dire parfois, on peut mal l'interpréter, mais c'est ce que disait Apollinaire, adieu que la guerre est jolie, et je trouve que c'est foncièrement vrai, et que le photographe a cette responsabilité de montrer la dureté, mais aussi la beauté au milieu des décombres. Quand vous voyez ces clichés qui défilent, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de la France? Qu'est-ce que ça dit? Je trouve que imaginez qu'on les ait pas, imaginez qu'on ait que l'écrit en fait. C'est déjà énorme, les récits écrits sont fantastiques, mais quand on voit ces images qui sont composées, ça dit tout, non ? On voit des traits, on voit des lignes tendues, ça raconte immensément plus que ce qu'on peut dire avec des mots, je trouve. Vous avez complètement raison, je vous rejoins. Vous qui avez l'œil, qu'est-ce que vous voyez sur ces photographies que nous, on ne voit pas tout de suite? Vous parliez tout à l'heure de l'esthétique de la guerre, d'une forme de beauté. Moi, je vois beaucoup d'humanité. Moi, ce que j'essaye de voir le plus, c'est les visages et les yeux. Exactement. Et je suis très contente qu'il y ait des photos en noir et blanc et que quand vous m'avez demandé d'envoyer quelques photos de mon travail, j'en ai envoyé en noir et blanc aussi. Précisément pour montrer une espèce de continuité. C'est-à-dire que même si on n'a pas des photos de toutes les époques, on peut avoir aussi des gravures par le passé. Il y a une esthétique commune entre la guerre de Troie, la guerre de 14-18 et la préparation là que je peux prendre en photo pour les conflits de haute intensité qui se profilent. Il y a une continuité, il y a à cette époque et à celle d'avant des visages, des humains qu'on peut et qu'on doit montrer derrière parce qu'ils existent et que c'est grâce à eux que cette histoire se crée. Est-ce qu'il y a aussi cette constance du courage, de la détermination? Oui, et je pense que précisément quand on voit des portraits et qu'on voit des visages, la détermination est un des premiers traits qu'on voit aussi bien dans les photos de 14-18 que j'espère que dans par exemple celle-ci qu'on voit là, humaine. C'est tout à fait ce qu'on voit. Et forte en fait, voilà. Photographier la guerre, vous l'avez dit, c'est une participation à la nation, c'est une forme de devoir de mémoire, c'est une manière de s'impliquer pour vous. Comment est-ce que vous avez décidé de vous engager? Comment est-ce que ça... Comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie? C'est un engagement minime et je veux le rappeler parce que j'ai des collègues qui, eux, sont d'actifs et font ça vraiment entièrement de leur vie. Moi, je ne suis
que, je mets des guillemets, réservistes. Je suis très fière de l'être, mais il y a des gens qui font beaucoup plus et qui vont beaucoup plus loin dans cet engagement. Moi, ce qui m'a poussée à faire ça, c'est que j'ai une maman qui est militaire, qui est infirmière militaire. Génial. Et elle nous a toujours, à tous ses enfants, communiqué cette responsabilité de faire sa part dans la vie de la cité et de la nation. Et je ne serais pas très habile avec un HK 416 dans les mains. En revanche, avec un appareil photo, je peux faire quelque chose, je peux faire ma part pour... Donc vous mettez votre don, votre talent au service de la nation. Ce qu'on devrait tous pouvoir faire à son échelle, c'est à ça que sert la réserve. Avec quoi on est doué. Mais... si, j'ai bien vu que vous étiez en train de... En quoi est-ce que ça consiste exactement d'être photographe réserviste pour l'armée? Alors moi, j'ai la chance d'avoir ce statut spécial, je suis réserviste spécialiste. C'est-à-dire que je ne fais que des photos. C'est-à-dire que là, moi, je suis affiliée au cabinet du gouverneur militaire de Paris. Oui. Et je peux ponctuellement, voilà, pour des cérémonies, pour des terrains, des exercices, régulièrement des exercices. Et j'aime beaucoup ça. Et souvent, on me dit, mais oui, mais du coup, tu ne vas pas sur des terrains d'opération. Alors justement, c'était ma question. Je ne vais pas sur les terrains d'opération, mais les terrains d'opération sont une infime partie de la vie du militaire. Il y a toute la partie de préparation. Là, j'étais en reportage au CENSUB, le centre d'entraînement en zone urbaine. D'accord. Donc, c'est vraiment la zone qui prépare au conflit de demain, puisque c'est vraiment en zone... Les photos qu'on voit là, vous voyez, où on voit des bâtiments désaffectés. Et visuellement, il y avait quelque chose de très esthétique et de très pertinent sur les conflits, par exemple, en Ukraine qui se profilent. Ce sont des conflits en ville. Et... c'est difficile de ne pas faire le lien avec les conflits en ce moment ou les conflits à venir. Hein. Exactement. Et ces choses-là, en fait, ces conflits-là, ils sont préparés par des hommes qui, depuis des mois, ne font que ça, que préparer ça. Ils n'y sont pas encore. Et quand ils y sont, ça va durer quelques mois. En revanche, le temps de préparation fait partie de l'histoire parce qu'il va être déterminant aussi pour la suite. Donc, prendre en photo ce temps de préparation, je trouve que ça a une importance d'archive, de mémoire. Bien sûr. Et de faire exister en fait tout ce temps qu'ils ne perdent pas quand ils sont en train de s'entraîner sur ces choses-là. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit les conflits en cours, est-ce que vous vous dites que c'est une bénédiction malgré tout de pouvoir les documenter, de réussir à avoir des images, de réussir à avoir des témoignages? C'est précieux de pouvoir les documenter? C'est très précieux et dans le fond, une part de moi aimerait beaucoup, j'ai d'autres responsabilités familiales qui font que je suis parfois bloquée, mais il y a une part de moi qui envie énormément ces reporters qui peuvent aller documenter cette partie-là parce que je pense qu'on y découvre un autre visage de l'humanité, de l'humain, du militaire, et quelque chose qui mérite à être transmis et partagé pour faire un lien entre l'armée et la nation. Je pense que les gens ont besoin de voir et de mettre des visages sur ce qui se passe de ce côté-là du monde. Comment est-ce que ça fonctionne d'un point de vue plus logistique? On vous appelle, on vous dit « Ange, on a besoin de vous ». C'est un peu ça, en fait. Il y a un système, on s'engage pour un nombre de jours dans l'année, en fonction des disponibilités de chacun. Et on nous propose des convocations. Alors, je ne dirais pas que c'est à la carte, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'on nous dit, sur cette date-là, on nous prévient relativement en avance. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis que ce n'est pas assez en avance, mais on n'est jamais prévenu assez en avance. Mais on dit, voilà, ponctuellement, on a besoin de vous pour ci ou pour ça. Est-ce que vous êtes disponible? En général, moi, comme je travaille à mon compte à côté, je suis très disponible, donc je dis toujours oui. Mais c'est vrai que c'est quand même le meilleur des deux mondes, en fait, de pouvoir faire partie de ce monde-là et faire sa part pour l'armée et en même temps avoir une vie civile à côté. Je recommande, c'est vraiment chouette. À quoi est-ce que vous êtes vigilante quand vous êtes envoyée sur une mission, quelle qu'elle soit? Je suis assez vigilante à essayer de respecter les personnes que je prends en photo. C'est-à-dire que... Tout le monde est d'accord? En fait, tout le monde est d'accord. Tout le monde n'a pas vraiment voix au chapitre. C'est-à-dire que quand on arrive sur un reportage pour tel ou tel régiment, ce ne sont pas les individus en tant que tels du régiment qui vont décider s'ils ont envie d'être pris en photo, c'est les chefs. Et quand ils font partie d'un régiment, on leur dit ton image là, sur ce truc, il y a un reporter qui vient, vous n'avez pas le choix, vous vous faites prendre en photo. Ça, c'est ce qui est dit sur le papier. En revanche, moi, je suis aussi capable de sentir si la personne en face n'a pas envie. Et j'irai jamais contre le gré de ça. Après, le contact humain dans le respect. Voilà, exactement. Après, le contact humain fait qu'en général, j'ai jamais eu vraiment frontalement de non. D'accord. Mais voilà, on essaie de faire attention, quoi. Est-ce que vous avez conscience d'être une passeuse d'histoire? J'espère l'être. C'est vraiment. C'est vraiment le nœud de ce qui m'anime dans ce que je fais, c'est-à-dire que parfois quand on m'envoie sur des reportages qui peuvent être moins intéressants, que ce soit quand on fait des photos sur des trucs d'action et qu'après on vous envoie sur une cérémonie ou quoi, on est peut-être un peu moins enthousiaste parce que quand on s'engage pour mettre les pieds dans la boue et on a envie de voir quelque chose d'autre. Bien sûr. Et quand on se retrouve parfois sur les pavés des Invalides en se disant c'est des militaires en rang, il y a quand même cet électrochoc de temps en temps de se dire attends, réfléchis 2 secondes, tu es quand même dans un lieu centenaire, dans la cour d'honneur des Invalides, au pied du tombeau de Napoléon, en perspective, en train de figer et d'archiver l'histoire que dans quelques années, des enfants vont apprendre avec ces photos-là en témoignage. C'est incroyable quand on y pense. Quel héritage souhaitez-vous à vos clichés?
Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il devienne? J'aimerais qu'il soit vu. Autrement que sur des archives fermées dans des bibliothèques, j'aimerais qu'ils soient vus dans des livres, j'aimerais qu'ils soient vus sur des murs, j'aimerais qu'ils apprennent, qu'ils transmettent et qu'ils fassent réaliser à ceux qui les voient les sacrifices de tous ceux qui nous défendent au quotidien. Voilà. C'est joli. Est-ce que vous espérez aussi, par votre présence aujourd'hui et puis par votre lumière dans la manière d'en parler, que vous allez susciter des vocations, que vous allez... Oh, j'espère. Vous espérez? J'espère. C'est amusant parce que parfois, quand je passe dans des régiments qui ont des officiers de communication ou des espèces de délégués aux photos, ils n'ont pas forcément le temps de faire des photos, mais il y a toujours un PAX qui a peut-être un appareil et qui est responsable quand il n'y a pas de reporter de faire des photos. Et parfois, quand on discute, il est tard le soir et on échange et on dit, tu vois, là, on aurait pu faire ça et là, c'était chouette. Et je suis trop contente quand j'arrive à animer chez la personne en face quelque chose de plus que oui, on m'a collé l'appareil donc je dois faire des photos. Quand on arrive à susciter quelque chose qui dit en fait on peut faire quelque chose de beau avec ça, la guerre peut être jolie, ça devient chouette. Et alors quand c'est des enfants qui posent des questions et qui disent est-ce que je peux être photographe militaire? Oui, c'est un vrai métier, tu peux faire ça. Ça c'est incroyable. C'est vraiment chouette. Vous en avez rencontré des enfants qui voulaient... Non, des adultes. Des adultes. Qui avaient suivi cette vocation. Oui, j'en ai rencontré. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils racontent des choses assez édifiantes, ils mettent en garde beaucoup. D'accord. Sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ont vu, ce qui les ont marqués. Mais paradoxalement, cette mise en garde n'est jamais vraiment refroidissante. Ça anime plus une envie d'aller plus loin et de faire toujours plus et d'aller encore plus au contact de toutes ces choses que j'ai envie de prendre en photo. Donc, De quel cliché êtes-vous la plus fière? Quels sont ceux qui... je ne sais pas, c'est très difficile. C'est très compliqué. Ce ne sera pas forcément des scènes pleines de choses qui pètent et où visuellement seraient très vendeuses ou quoi. Régulièrement, ce sont des portraits en fait. C'est quand on arrive à capter un regard fatigué. J'ai vu un portrait passer tout à l'heure absolument magnifique. Le portrait du militaire avec sa cigarette là, je le trouve chouette parce qu'il l'humanise beaucoup derrière le treillis en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut... Voilà, celui-là, il est incroyable ce portrait. C'est pas que ça manque dans la communication militaire, mais la communication institutionnelle ne met pas forcément en avant l'individu. Il met en avant la scène, le combat, la tactique, etc. Et c'est là où moi, je peux faire quelque chose un peu différent. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est ce genre de portrait. Comment est-ce que ces photos, elles sont aujourd'hui utilisées par l'armée? J'imagine que ça dépend. Elles sont peu utilisées. C'est-à-dire que quand je vais sur des reportages, les photos qui sont utilisées, précisément, ce sont les photos de communication plus institutionnelle. D'accord. Parce qu'il y a des besoins précis de communication, comme dans toute entreprise en soi. Et après... Je ne sais pas comment elles sont ou comment elles seront utilisées parce qu'elles sont toujours stockées, tout est toujours communiqué au chef et elles ressortiront peut-être un jour. Elles auront forcément une utilité un jour et quand bien même elles ne seraient pas utilisées, ça m'est un peu égal. Elles existent. Bien sûr. Je suis contente de les avoir créées. Elles ont apaisé quelque chose que j'avais envie de faire. Je l'ai fait. Elles sont belles. Et quoi qu'il en soit, j'essaie toujours de faire en sorte que les protagonistes des photos puissent au moins les récupérer parce que eux, ils pourront les transmettre à leurs proches, à leur maman, à leurs enfants. Et je trouve ça important. L'histoire, elle s'écrit aussi de manière plus intime, évidemment. Est-ce qu'il y a une mission qui vous comblerait? Ah bon auditeur, salut. Une mission qui me comblerait. J'espère un jour pouvoir partir sur un conflit vraiment intense pour tirer des images humaine et vraiment appliquer la phrase d'Apollinaire sur la guerre qui est jolie. Avoir le temps de composer des images sur des zones dangereuses en fait. Sublimer le risque. Voilà. On vous le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup Ange Provost d'être venu nous parler de votre métier de photographe réserviste pour l'armée et de nous avoir aussi bien raconté avec beaucoup de sensibilité cette manière de capturer ces moments et cette humanité. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on continue tout de suite avec une version un peu originale de la chronique C'est tout bon. C'est parti. On continue à parler de la Grande Guerre en évoquant un sujet qui me passionne, vous le savez, et qui passionne également notre interlocutrice, c'est l'histoire de la gastronomie. Elle dit beaucoup de choses sur cette période et sur la réalité de la guerre. Alors parlons-en avec Eva Delancey, spécialiste de l'histoire de la gastronomie. Eva, merci beaucoup d'être avec nous en visio. Vous racontez sur votre compte Instagram le goût de l'histoire, la gastronomie française et mondiale au travers des personnages qui ont marqué l'histoire. J'ai envie déjà de comprendre comment cette idée géniale vous est venue. Mais écoutez, déjà, je suis passionnée d'histoire depuis ma plus tendre enfance et également de gastronomie. Donc, j'ai trouvé tout naturel de les réunir ensemble. Et puis, je me suis dit qu'en fait, on consommait beaucoup d'aliments dont on ne connaissait pas l'origine. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de faire des vidéos sur les réseaux sociaux à ce sujet.
C'est une excellente idée et vous êtes très suivi. J'aimerais, à l'occasion de ce 11 novembre, qu'on fasse évidemment un focus sur la Grande Guerre et qu'on parle de ce qu'on mangeait pendant cette guerre de 14-18. On va peut-être commencer par les poilus. Qu'est-ce qu'on mangeait sur le front ? Alors, sur le front, ce n'était pas justement de la grande gastronomie. Il y avait des rations qui étaient prévues et pensées spécialement pour eux, qui contenaient à peu près 1200 calories par jour. C'était très souvent insuffisant. Donc, certains jours, ils pouvaient avoir davantage, car des soldats qui étaient issus de milieux agricoles pouvaient pêcher et chasser quand ils le pouvaient. Mais sinon, les repas s'organisaient en 3 repas. Le matin, ils avaient du café avec du pain qui était cuit 2 fois, 2 fois pour le protéger de l'humidité et optimiser sa conservation. Le midi, ils avaient de la viande en conserve, du corned beef, aussi appelé du singe, en référence en fait probablement à un ouvre-boîte d'une marque qui s'appelait Le Singe. Voilà. Cette viande de bœuf, en fait, il l'a mélangée avec des légumes, ce qui donnait le nom de la rata. Il mangeait de la rata. La rata, ça vient de l'occitan ratatouille, qui était un ragoût hétéroclite, en fait. Et voilà, c'était un mélange de légumes et de viande qu'on préparait dans un bouteillon qui était un symbole de survie et de solidarité. Voilà, ils pouvaient mettre du pain dur à l'intérieur pour agrémenter un petit peu, pour changer. Et le soir, c'était encore cette fameuse viande en conserve qu'ils pouvaient manger avec des pommes de terre. Et pour rendre cela un petit peu plus agréable, les soldats trempaient dans leur soupe aussi ce fameux pain dur, mais aussi ils recevaient des colis de leur famille qui contenaient des saucissons, du pâté, des confiseries, du chocolat, qui leur remontaient bien le moral. Et ces colis, en fait, des familles ont aussi permis aux soldats de découvrir des saveurs régionales. Et c'est ce qui a contribué aussi à leur diffusion après la guerre. Dans les rations de l'armée, on pouvait également trouver foie, du gruyère et après du camembert de Normandie, qui était très pratique à transporter avec sa petite boîte en bois. Ils buvaient également du vin qui permettait de désinfecter et d'assurer une hydratation saine des soldats. Ils pouvaient également boire de l'eau de vie. Et puis pour les soldats étrangers, du thé était prévu pour eux, pour les soldats musulmans. Et donc toute cette nourriture était acheminée par des gares qui arrivaient jusqu'aux tranchées par des trains, par des chevaux. C'était vraiment toute une organisation pour qu'ils puissent être nourris. J'adore que vous parliez d'hydratation et de vin dans la même phrase, mais c'est vrai que c'est une toute autre époque. Et grâce à vos précieuses informations, on comprend mieux la réalité sur le front. Et ce fameux corned beef, vous avez eu raison de nous le raconter, de nous l'expliquer. J'ai cru un temps qu'on l'appelait le singe de par la qualité de la nourriture dans le corned beef. En réalité, vous nous l'avez raconté différemment et on vous remercie. Ça, c'est ce qu'on mangeait sur le front. Qu'est-ce qu'on mangeait à l'arrière? On sait qu'il y avait d'importantes pénuries, des rationnements qui ont été mis en place évidemment pour approvisionner les troupes sur le front. À quoi ressemblaient les repas des civils? La guerre a vraiment bouleversé l'alimentation des Français à cause de la mobilisation des hommes pour l'effort de guerre. Plus de 8 millions de soldats sont mobilisés durant toute la période du conflit. Et donc, les aliments de base qui sont consommés par les civils français durant cette période étaient principalement le pain, mais un pain qui était des fois coupé avec de la pomme de terre pour économiser la farine. Ils mangeaient également beaucoup de légumes secs, des haricots, des pois, des lentilles. Et la viande et les produits frais deviennent vraiment très rares pour eux, car ils sont vraiment privilégiés pour les soldats. Il y a aussi un rationnement qui est mis en place à partir de 1917. Les autorités limitent la quantité de sucre, de pain, de viande pour chaque famille, afin vraiment de garantir la nourriture pour l'armée, qu'elle soit correctement nourrie. Et donc, comme je le disais plus haut,
pour que les gens aient du pain, on faisait vraiment des mélanges, voilà, de farine. On mangeait beaucoup de conserves, des légumes secs, et la mobilisation des hommes a eu un impact certain sur l'agriculture et sur la vie des campagnes, car les femmes, les enfants et les vieillards devaient eux-mêmes cultiver les potagers, les jardins, et donc ils ont vraiment dû mettre en place toute une organisation pour soutenir l'effort de guerre. Donc le rationnement et la production agricole à l'arrière visaient vraiment à assurer la priorité de l'armée. Voilà. On imagine évidemment qu'on mangeait moins en quantité. Vous nous avez parlé aussi de cette variété qui est forcément empiétée par l'effort de guerre et par l'approvisionnement du front. Est-ce qu'il y a des aliments qui avaient complètement disparu alors qu'on les mangeait peut-être quasi quotidiennement avant? Est-ce qu'à l'inverse, d'autres ont remplacé certains aliments? Est-ce qu'on a redécouvert certains produits à cette occasion? Non, pas sensiblement. C'est vraiment qu'on réduisait les quantités. Il n'y avait pas vraiment d'aliments qui ont disparu. C'était la viande. Par contre, la viande était beaucoup plus rare parce qu'on privilégiait vraiment la viande pour le front. Donc ça, les gens en mangeaient beaucoup moins. C'est vrai que quand on parle des fois avec des personnes âgées, la viande, ils en mangeaient pas beaucoup. Ça c'est un peu perdu. Très rapidement, est-ce que dans la période d'après-guerre, le rationnement a continué? Est-ce qu'il y avait les mêmes problématiques liées à la difficulté à trouver certains aliments et donc derrière à cuisiner? Le rationnement a continué jusqu'en 1921. Ah oui, d'accord. Donc ça a vraiment affecté la France pendant plusieurs années, même après le conflit. J'aimerais qu'on termine sur cette période de pénurie, les Français qui ont su faire preuve de résilience et de beaucoup de créativité. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont nées pendant cette période? Oui, il y en a une qui est emblématique, ça s'appelle le gâteau des poilus. Alors, c'était un gâteau que faisaient les familles, en fait, et même des pâtissiers, notamment la pâtisserie Dodin à Biarritz, qui faisait ce gâteau. Alors, c'est un gâteau, il y a vraiment que des bonnes choses à l'intérieur. Il y a des œufs, du lait, de la farine, des fruits confits, du beurre, du sucre, de la confiture, des amandes et du rhum. Donc, c'était un bon gâteau qui pouvait se conserver longtemps, et on le transportait dans des boîtes en métal, qui était vraiment très pratique pour sa conservation et son transport. Ça, c'est un des plats emblématiques. Il y en a plusieurs. Bon, il y a la rata. Bon, ça, c'était pour les soldats. C'était pas vraiment de la gastronomie. Mais ça existait déjà avant. Dans le sud de la France, la rata, la ratatouille, qui deviendra après, était vraiment un plat où on mettait un petit peu tout ce qu'on avait, de la viande, des légumes, et on faisait un ragoût, en fait. Un ragoût assez hétéroclite. Mais des recettes, voilà, la meilleure recette, moi, c'est plutôt le gâteau des poilus. Il y a un ouvrage qui en parle vraiment très bien, c'est celui de Anne-Elisabeth Roux et de Jérôme Delille, aux éditions Heimdal, qui s'intitule « À la soupe, le repas du poilu ». On trouve vraiment des recettes comme le potage du cultivateur, le bœuf à la Crécy, qui est une sorte de bœuf bourguignon. Voilà. Donc il y a un livre de recettes finalement qui permet de répertorier aussi ces recettes qui ont marqué l'histoire de France. Est-ce que la période qui a suivi cette grande guerre a été après donc ces rationnements jusqu'en, vous nous le précisiez tout à l'heure, jusqu'en 1921, est-ce qu'ensuite il y a une sorte de rebond de la gastronomie? Pas vraiment. Les gens ont recommencé à manger de la viande, mais il n'y a pas eu plus que ça. Ça a quand même vraiment impacté les gens. Ça a duré bien après le conflit, ces rationnements. Donc les gens ont vraiment été très très impactés par ces rationnements. Eva Delancey, pour terminer, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de mêler histoire et gastronomie? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que ça vous passionne? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de l'histoire? Je trouve que c'est un angle qui est très intéressant. On aborde l'histoire sous plein d'angles, et celui-ci est très peu abordé. Et je trouve qu'en fait, on en apprend beaucoup sur les différentes périodes en fonction de ce que les gens mangeaient. On voit par exemple avec les colonies françaises, on voit qu'on a des aliments qu'on consomme encore aujourd'hui, et que c'est grâce à ces colonies. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant. Il y a par exemple l'abricot qui vient d'Asie, les agrumes également, mais c'est fantastique d'apprendre notre pan de l'histoire, parce que la nourriture, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en commun. On mange tous, et c'est ça que je trouve passionnant.
Je vous rejoins à 100%. Merci beaucoup Eva Delancey de nous avoir permis de mieux comprendre cette grande guerre au travers de l'histoire et de la gastronomie. Je rappelle qu'on peut vous suivre sur Instagram sur le goût de l'histoire. Vous avez déjà beaucoup d'abonnés. On espère que vous en aurez encore plus après ce soir pour continuer à découvrir justement ce mélange parfait entre histoire et gastronomie. Ça donne lieu à des anecdotes absolument passionnantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et moi, je vous retrouve dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France pour parler de notre région. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.